Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée à mon père. Par mon père, pas à mon père. Mais non, c'est moi qui t'explique tout. Ah pardon, c'est vrai. On doit refaire encore une fois la gestion de ce que les femmes font dans la vie et ce que les hommes font. D'accord. On vous dit quoi? Parce que vous êtes des êtres qui ne savez rien. D'accord. On vous dit comment J'ai vous juste garder. fait. Bon, l'économie expliquée par mon père, effectivement. Voilà. Et alors, sous vos yeux ébahis et à la demande absolument générale et populaire, aujourd'hui, une nouvelle session de questions-réponses que j'ai glanée en partie sur Twitter et en partie sur le blog questions que je laisse ouvert sur YouTube. D'ailleurs, il faut que j'en refasse une. Voilà. Alors, bon, évidemment, énormément de remerciements. Et nous aussi, on vous remercie d'être aussi fidèles, de mettre des pouces bleus, d'être là, de regarder nos podcasts, parce que certains d'entre vous, on nous demande si on a des podcasts. Et je le dis à chaque fois, donc je On le les redis. regarde pas, on les écoute, les podcasts. Oui, mais c'est pour dire que les gens qui nous regardent disent pensez-vous mettre un jour des podcasts? Je lui dis mais Ça fait 6 mois voilà. qu'ils existent. Ça fait ça. Voilà. Bon, alors. Première question de quelqu'un qui s'appelle Michel. Bonjour monsieur, pensez-vous qu'une nouvelle monnaie indexée sur l'or puisse émerger et comment voyez-vous cela arriver? Quelle répartition cela aurait pour notre vieille Europe? Et alors, c'est un peu la même question, donc je les ai couplées de Maxime KMR, qui disait, dans Bistro Liberté, vous avez parlé de cycle de civilisation. Est-ce que vous pensez que nous arrivons à un changement de cycle de civilisation? Les deux, tu en conviendras, sont des questions imbriquées. Oui, derrière, oui. Alors, oui, Enfin, c'est une bonne question. C'est deux le bonnes changement de civilisation et le changement monétaire mondial. De monnaie, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que une monnaie, ça a 3 fonctions, comme je l'ai déjà souvent dit aussi, mais je crois qu'on peut le répéter. La première, c'est un instrument d'échange, hein, vous achetez votre baguette avec. Hein. La deuxième, c'est un étalon de valeur, c'est-à-dire que vous avez... la baguette coûte 1,30 € et comme ça vous donne un étalon. Vous pouvez comparer ça au pain brioché qui coûte 2,50 €. Et la troisième, c'est une réserve de valeur. C'est-à-dire que si vous gardez votre monnaie, et puis si vous n'avez pas besoin de l'utiliser tout de suite, vous pourrez l'utiliser dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Bon, c'est les 3 fonctions de la monnaie qui sont les 3 fonctions essentielles. Depuis à peu près 10-12 ans, depuis la grande crise de l'euro, on a décidé que pour que l'euro survive, il fallait qu'on enlève aux monnaies européennes en particulier, la fonction de réserve de valeur. C'est-à-dire qu'on a décidé de ruiner les épargnants, pour parler brutalement. Ce qui a des conséquences, et on le sait très bien, des conséquences historiquement nocives partout. Ça a été essayé, c'était des désastres, mais ils étaient tellement remontés sur leur histoire d'euro que ils ont préféré liquider les épargnants que supprimer l'euro, qui était une erreur. Et il continue. Et il continue. Maintenant, il flingue les banques, oui, puisque tu avais fait commis un article en début d'année en expliquant justement leur rationalité, oui. C'est-à-dire d'abord l'euthanasie du rentier, ensuite quelque part les marges brutes d'auto-exploitation des entreprises, et désormais la lutte finale, les banques, les capitalisations boursières. Les banques et aussi tout ce que j'appelle l'épargne longue, c'est-à-dire ce qui permet aux gens de se projeter dans le futur. Donc c'est la fonction de réserve qui disparaît. Donc, quelque part la petite retraite de côté. Quoi. Voilà. Et alors, comment on marchait, nous? On marchait quand même. Il y avait une façon de fonctionner que j'avais trouvé quelque peu pas bien raisonnable. C'est que nos pays, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France en particulier, étaient toujours en déficit extérieur. Toujours. Parce qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens, puisqu'ils pouvaient imprimer leur monnaie. Et ce qu'il y avait de rigolo, c'est que ces déficits extérieurs étaient très largement financés par ce qu'on appelle les pays émergents. Autrefois, les pays sous-développés, qui avaient des excédents d'épargne et qui les mettaient chez nous. Mais à partir du moment où on dit « on va vous ruiner », et en plus, ça ne vous appartient pas, parce que si vous commencez à sortir des pieds, on peut vous les piquer, comme on l'a piqué à l'Iran ou à la Russie, ils vont cesser de nous financer. Donc, ça veut dire qu'on va devoir vivre selon nos moyens. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus... Une grosse partie de notre consommation, depuis 10 ans au moins, même plus, était empruntée. Ce n'était pas de la consommation gagnée, c'était de la consommation empruntée. Et ceux qui nous prêtaient, c'était les gars là-bas, en Asie par exemple. Maintenant, ils vont se dire on ne va plus le faire. Et donc, il va falloir que notre consommation revienne
au notre niveau de travail. Alors, est-ce que ce que tu dis est aussi vrai pour les États-Unis? Parce que les États-Unis, on sait tous qu'ils ont vécu aussi sur un déficit extérieur de leur monnaie. Mais justement, ce à quoi, j'en ai parlé aussi beaucoup ici, ce à quoi s'attellent la Chine, la Russie, et probablement aussi l'Inde, le Brésil, etc., c'est dire on en a marre de subventionner les États-Unis. C'est-à-dire, dès le moment... Les États-Unis pouvaient faire ça parce qu'il fallait que tu achètes ton pétrole en dollars. Il n'y avait pas le choix. À partir du moment où tu peux acheter ton pétrole en yuan, etc., tu n'as plus besoin d'avoir un... Alors, on ne va pas trop développer sur ça, parce que j'ai une question sur ça après. Évidemment, mais donc, c'est la première chose. Alors, la deuxième, le changement de civilisation. C'est-à-dire, c'est toujours ma vieille blague, mais vous regardez, vous vous endormez en 1790, vous vous réveillez en 1830, vous ne comprenez rien. Le monde a changé au-delà de tout ce qui était possible. Bon. Puis ensuite, vous endormez en 1890, vous réveillez en 1930, alors vous comprenez encore moins, quoi. Et puis en 1990, et vous réveillerez en 2030, là, vous comprenez non plus pas grand-chose. Donc il semble que ce que j'appelle la création destructrice de ce brave Schumpeter s'exerce aussi au détriment des institutions. C'est-à-dire qu'il y a une grande guerre, le vainqueur de la guerre organise le monde autour de lui, et puis, à partir de là, on a à peu près 70 ans de peinard. Puis ensuite, quand les petits-enfants arrivent, tu sais, c'est la vieille idée, il y a la fortune qui est faite par un gars, puis ensuite, son fils essaye de la garder, et les petits-enfants font n'importe quoi. Donc, 70 ans, ça paraît logique. Et à ce moment-là, on se retrouve... par exemple, l'idée européenne était très bonne quand elle est née, et puis maintenant, c'est Madame von der Leyen qui arrive à la fin, tu vois. Tu te dis, c'est pas jouable, quoi. C'est pas... Et donc, toutes ces institutions se pètent. Et on a 30 ans de merdier et 70 ans de tranquille après. Mais là, on rentre dans les 30 ans de merdier. Oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'en bon chinois, crise et opportunité, c'est la même chose. Alors attends, j'ai entendu des gens qui me disaient, tiens, tant qu'on y est, l'histoire de face ronde en chinois... c'est guailo. Oui, mais en fait, ça ne veut pas dire ça, ça voudrait dire fantôme ou autre chose. Fantôme parce qu'on est blanc, oui. Visiblement, il y a des gens qui ont des interprétations différentes. Et sur ça aussi, sur ce que tu viens de dire aussi, les gens ont d'autres interprétations en commentaire. Donc, voilà. Non, mais c'est pas grave. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que dans le fond, on a un cycle depuis le début du capitalisme qui est de 70 ans. Il y a une grande invention qui arrive. Bon, c'est la machine à vapeur, c'est l'Angleterre. Et puis derrière, tu as par exemple la bagnole, c'est, je sais pas quoi, les États-Unis. Et puis la troisième, c'est, on va voir ce que c'est. Mais c'est peut-être le net et tout. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc, la position dominante des États-Unis qu'ils avaient depuis la guerre est en train de s'écrouler. Militairement, financièrement, et puis commence à agacer tout le monde parce qu'ils ont 1000 bases, 900 bases dans tous les pays du monde et 100 bases secrètes. Donc les gens commencent à en avoir marre d'avoir les États-Unis qui interviennent partout. En plus, avec le succès qu'on sait voilà. en matière de diplomatie. Pour promouvoir la démocratie, ça finit par agacer. Alors donc il y a ça, et donc on voit très bien que... Surtout que ça promeut plus comme dans les pays qui ont du pétrole. Hein. La démocratie est très bien promeut, tout à fait ça. Bon, donc, si on va vers ça, on se dit, bon, ben alors, quel est l'équilibre suivant ? Et il semble bien que l'équilibre qui se profile, c'est un équilibre qui sera beaucoup plus fondé sur le nombre de gens, c'est-à-dire l'Inde avec 1,4 milliard, la Chine avec 1,3 milliard, puis il y a le Brésil, et puis il y a l'Indonésie. Donc on voit bien que tous ces pays se disent, mais ils nous cassent les pieds, quoi. Ils nous cassent bien les pieds, quoi. Et donc, on va avoir la perte de pouvoir des États-Unis devant nous, quoi. D'habitude, dans le temps, ça se terminait toujours par d'immenses claques et des guerres, quoi. Des guerres, en général, les changements de civilisation. Le changement de pouvoir. Mais là, comme on est dans un monde atomique, on aura peut-être une espèce de... Ça se passera plutôt par la monnaie, c'est ce que j'espère. Oui, mais qui est une guerre aussi. Qui est une guerre aussi, la guerre monétaire, oui, mais ça se repassera... Donc oui, c'est vrai, c'est deux questions importantes, mais il faut bien se rendre compte qu'on est devant un changement, comme il s'en produit tous les 100 ans, quoi. C'est-à-dire un changement de... dans toutes les périodes, tout le monde est égal, mais il y en a un qui est plus égal que les autres, quoi, tu vois. Là, on va changer de celui qui est plus égal que les autres, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Mais on sait que celui qui est là, le précédent, il a du plomb dans l'aile, quoi. Voilà. Alors, une autre question d'un auditeur. Que penses-tu du concept de finance durable qui intègre les critères ESG, environnement, social, gouvernemental,
et qui prétend différencier les bons projets des autres. Voilà, ça c'est donc c'est une ESG, c'est. Alors c'est Environmental, Social and Government. Voilà, c'est-à-dire que gouvernance. Le capitalisme marche. Pourquoi ? Parce que c'est des marchés libres. Les gens travaillent et on les paye et ensuite ils achètent librement ce qu'ils veulent. Et en achetant librement ce qu'ils veulent, ils envoient des signaux de marché très forts pour dire, si vous vendez des bicyclettes électriques, vous gagnez énormément d'argent. Si vous faites des voitures diesel, vous cessez d'en gagner. C'est ce qu'on appelle la rentabilité du capital. Donc, tout le monde, c'est un système parfaitement démocratique. Tout le monde dit, moi, je préfère dépenser mon argent là, donc c'est là où les investissements vont, et c'est ça qui permet la croissance. Là, c'est un système complètement différent. Il y a une série, les Attali de ce monde, qui ont décidé que non, ça, là, c'était pas un bon système, qu'il fallait qu'ils décident, eux, où va aller l'argent. Où est la rentabilité du capital ? Parce qu'il y a une rentabilité du capital qui est bonne et une autre qui est mauvaise. Et donc, à partir du moment où tu fais ça, tu te retrouves en Union soviétique. Il n'y a plus de prix, il n'y a plus de volonté, il n'y a plus que c'est les chefs qui décident ce que vous allez aimer. Après, je pense que, parce que j'ai vu le profil de l'auditeur, qu'on est plus, tu sais, ça s'est fait chez certains fonds catholiques ou chez certains fonds musulmans, c'est-à-dire, quelque part, c'est une forme ils peuvent investir comme ils veulent, mais oui. Ils peuvent pas, mais ils ont pas, par exemple, moi, il y a des tas de choses que je n'achèterai jamais, mais je force pas les autres à faire pareil. Oui. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as pris le contrôle du pouvoir et tu dis, non, vous allez tous vous faire vacciner, même si le vaccin, ça sert à rien, par exemple. Out of the blue. Out of the blue, c'est ce vaccin-là, qui n'en est pas un d'ailleurs. Ou bien si on te dit, vous avez plus le droit de rentrer avec une voiture diesel dans Paris. Oui. Ou on va taxer les motos. Ce qui est bien emmerdant, ça m'emmerde beaucoup parce que... Donc il a été obligé de prendre son vélo aujourd'hui parce qu'il n'a pas trouvé encore comment mettre les petits tickets, du coup il s'est pris des prunes. J'ai pris plein de donc extrêmement désagréable. Bon, ils font que m'embêter. Mais donc, si vous voulez, dire que l'investissement va être dirigé par la tête, par les gars qui savent au sommet, c'est du grand n'importe quoi, parce que le sommet, il n'est jamais d'accord pour les changements. Il y a ça, et aussi, si tu te places dans une stricte vision libérale, tu crois dans le marché libre, dans quelque part l'ordre spontané, et par définition, si tu crois dans l'ordre spontané, s'il est spontané, il n'est pas dirigé. C'est l'un ou l'autre. Donc, c'est encore... quelque part, tu lances des projets. Alors, ça m'amène à la question numéro 3. Attends, est-ce qu'on revient une fois de plus, c'est la vieille blague, tu sais, il y a deux systèmes, où c'est la main invisible d'Adam Smith, ou c'est le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Et ESG, c'est le grand coup de pied dans le derrière de Staline. On te le présente différemment, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on te force, de par la loi, à diriger ton argent dans des endroits où tu veux pas. Et moi, je trouve ça stupéfiant, parce que tu prends par exemple les grands fonds de pension en France, ou je sais pas où... mais en France aussi, parce que je les ai rencontrés. Et le type me dit, je leur dis, il y a 2 ans, il va y avoir une crise de l'énergie, vous devriez acheter Total, allez. Il me dit, j'ai pas le droit. Ah oui. J'ai pas le droit. Donc, Total est beaucoup monté, ce qui était une façon de limiter la baisse sur les autres actions, parce que quand Total monte, en général, les autres baissent. Ils ont pris la baisse, mais ils n'ont pas pu prendre la hausse. Donc, tu vois, c'est... parce que c'est Total, c'est mal noté. Ils sont pas bons dans ESG. Tu te dis, Dieu, ça me rappelle le socialisme scientifique. Hein. Tu te souviens, on n'avait pas le droit de... Socialisme scientifique, c'était le marxisme, et celui qui disait que le système privé marchait mieux que le système marxiste, et il était perçu dans les universités françaises. Et ça continue. Alors, attends, c'est un peu lié, donc je la rattache. Charles parle très régulièrement des entrepreneurs et du bienfait de leur action dans le développement d'une économie. Quel avis a-t-il sur le venture capital en général ? Il va peut-être falloir que tu expliques à certains. Ce que c'est que le venture capital. Alors, c'était un peu lié parce que c'est un peu lié. Alors, l'entrepreneur, c'est celui
qui est prêt à mettre sa vie en risque tout le temps. Alors je vais faire une différence essentielle. Les gens me disent, mais un dirigeant d'entreprise, il n'est pas comme ça. Je dis, il y a une grosse différence entre le gars qui lance quelque chose qui n'existe pas et un gars qui prend la direction de L'Oréal, quoi. Tu vois. Oui, bien sûr. Le deuxième, ça n'a rien à voir. C'est peut-être un excellent gérant, mais c'est pas un entrepreneur. Entrepreneur, c'est le gars qui, d'un seul coup, lance quelque chose qui n'existait pas avant lui et change le monde, quoi. Il y en a. Ou se casse la gueule avec beaucoup de... Avec brio. Avec brio, ça arrive. Et qui recommence d'ailleurs. C'était le cas de Steve Jobs qui s'est pété la gueule je ne sais pas combien de fois. Bon, donc l'entrepreneur, c'est un créateur. Et la difficulté du créateur, c'est souvent que quand il se lance, il a du mal à trouver du fric. J'avais lu un papier un jour sur les gars qui s'étaient lancés, qui avaient réussi, souvent. En général, c'était leur vieille tante qui leur avait prêté du pognon, elle ne comprenait rien à ce qu'ils voulaient, mais il était gentil, elle le connaissait bien. C'est un bon type, puis de toute façon, je voulais pas être la plus riche du cimetière. Oui, on va l'aider un petit peu, et puis en général, son père avait échoué, enfin bref, il y avait des tas de trucs qui étaient à la base des entrepreneurs. Et donc, il y a des gens aux États-Unis en particulier qui ont créé des sociétés qui cherchaient à investir dans les gars comme ça, en partant du principe qu'il y en ait, comme toujours, 8 qui vont se péter la gueule et 2 qui vont réussir. Donc on joue le nombre. On joue le nombre, on dit, j'ai 10 projets, là, ils me semblent tous à peu près aussi cinglés les uns que les autres. Je donne 10 à chacun. Voilà, je donne 10 à chacun, et puis il y en a bien un ou deux qui réussiront. Et moi, j'ai investi dans ma vie comme ça, souvent. Et c'est vrai que je me suis cassé la gueule à peu près à chaque fois, sauf que j'ai fait deux ou trois très gros trucs qui d'un seul coup, boum, ont marché, personne ne sait exactement pourquoi, mais voilà, mais à ce moment-là, paf, tu te retrouves. Mais tu fais à peu près en moyenne, comme si tu avais mis en bourse tranquillement pour monter. Mais c'est plus rigolo. Puis c'est une justification du capitalisme de prendre des risques. Donc c'est marrant. Puis tu connais les gars, ils sont marrants. Ouais. Puis je leur dis toujours, moi c'est cassé la gueule, les gars, c'est pas grave, on recommencera, c'est pas... Et ça, c'est le venture capital, c'est-à-dire le capital risque. Et ça, c'est très bien. Et puis, il y a toute une série de gars qui ont fait quelque chose depuis 20-30 ans, depuis que les taux d'intérêt sont très bas, que j'aime pas du tout, qui est les fonds de leverage buyout. C'est-à-dire que, vous savez, qu'ils empruntent à taux très bas et ils achètent des sociétés existantes qu'ensuite ils dépaissent. Mais vraiment, j'ai vu des gars comme ça qui le faisaient, et ça, c'est des vautours. Et ça, c'est pas bien du tout, parce que si les taux d'intérêt étaient à leur taux normal, ils pourraient pas le faire. Donc, c'est des copains des banquiers centraux, c'est typiquement le capitalisme de connivence. C'est typiquement le capitalisme de prédation, de connivence. Et là... on a vu des allocations historiques par les tribunaux de commerce. Oui. La vie claire. La vie claire. À l'époque de Tapie. Je crois que c'était Pierre Botton qui était dans l'histoire. Il y a eu des choses qui quand même se sont faites dans certains tribunaux de commerce. Et ça, c'était à un tout petit niveau, mais je me souviens... Oui, Crédit Lyonnais ensuite. Crédit Lyonnais, et ça a permis des transferts de richesse. Par exemple, je comprends pas très bien, mais je sais pas très bien comment Monsieur Drahi a pu emprunter, 65 milliards d'euros, alors qu'il n'avait pas grand-chose dans ses actifs. Donc, là, on touche aux grandes banques, aux politiques, etc. Il vaut mieux pas les regarder parce que on risque de se faire engueuler quand même. Oui, et puis les élections sont passées. Alors, une question de Philippe, qui est un Basque, et qui te pose une autre question sur la monnaie. Sa question, alors il dit, est-ce que vous pensez que des monnaies locales peuvent exister? Alors il prend l'exemple du Leusko, L-E-U-S-K-O, qui est une monnaie basque. Et pour lui, adossé à l'euro, ça permettrait de soutenir le commerce local. Alors ça va te permettre de parler de Cuba et des deux monnaies, et ça va te permettre d'expliquer pourquoi la monnaie doit être unique. Et question subsidiaire de Philippe, est-ce que tu considères le Bitcoin comme une monnaie? Alors, c'est la première question, c'est les monnaies locales. Les monnaies locales, plusieurs monnaies dans un pays. Oui. D'abord, vous allez terriblement fâcher l'État, parce que n'oubliez pas qu'il y a la TVA, donc votre monnaie locale,
vous n'allez pas avoir de TVA dessus, ce qui vous permettra de faire des échanges à bon marché. On pourra acheter les services du plombier, etc., à 20 ou 30% de moins. Donc l'État va être très fâché. Je crois qu'il y a un ancien capitaine de gendarmerie français qui est en tôle maintenant, qui a lancé... Juvin Brunet, qui a lancé une monnaie qu'il appelait le franc, je sais pas quoi. Et ben, il est en tôle à Marseille et il a été en garde à vue. Je crois qu'il est encore en tôle. Hein. Ah, tu crois cela dit, effectivement... C'est ce qu'on appelle de la fausse monnaie. Je suis allée regarder le code pénal et c'est dedans. Donc c'est écrit. Hein. Je suis désolée mais c'est vrai que... Alors, je pense que l'initiative LESCO, en local, je ne sais pas ce que ça donne, mais étant donné que c'est des Basques, ils ont peut-être pas envie. C'est un peu comme les Corses, il y a des trucs, tu sais, on peut, mais il faut pas. C'est ça. Oui, je sais pas si peut-être qu'ils laissent ça joue peut-être un rôle. Oui, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui est... Peut-être qu'ils ont fait une TVA, hein, peut-être qu'ils... Oui, mais qui la paye, la TVA? Imaginons, tu fais un prix et puis tu calcules une TVA qui redonne après, je sais pas. Ils vont la payer dans la monnaie locale à l'État français. Qu'est-ce qu'il va en foutre, l'État français? Je sais pas. Tu vois, il y a un léger problème là. Non, mais tout ça, c'est des tentatives pour pas payer les taxes. Si tu vois ça comme ça, Le plus simple, c'est de se mettre d'accord pour faire de l'arbitrage. Tu dis, 2 poulets, ça vaut 1 gigot, donc, et 1 gigot, ça vaut... Mais à Cuba, tu m'avais dit qu'il y avait les touristes qui payaient en dollars et eux qui avaient leur monnaie... oui, très en dessous, comme ça, oui. Très en dessous. Parce que sinon, ils ne peuvent pas vivre. À Cuba, c'est à mourir de rien. C'est un pays qui est quand même... où rien ne marche, hein. C'est absolument remarquable, Cuba. C'est pour ça, sans doute, que la gauche française l'adore, mais rien ne marche, c'était très étonnant. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'il y avait donc une monnaie qui était la monnaie que si on voulait payer son restaurant, etc., on payait dans cette monnaie si on était un touriste. Hein. Et puis il y avait une autre monnaie en dessous dont les Cubains servaient. Ce qui fait que le grand attrait de Cuba, si tu réfléchis en termes de tourisme, c'est que tu as du soleil, les gens sont disponibles, ils sont rigolos. Si tu n'avais qu'une seule monnaie, tout le monde irait à Cuba parce que c'est très bon marché. Tandis qu'ils t'ont mis le niveau de la monnaie à un niveau tel que dans le fond, c'est pas plus bon marché que d'aller à la République dominicaine ou n'importe quoi. Je me souviens, tu voulais acheter des cigares, mais en fait, ils sont littéralement le même prix qu'à Paris. Que si tu les achetais chez le maire, là. Voilà. Bon. Chez le maire, d'ailleurs, il devrait peut-être vendre des cigares, monsieur le maire, à la place d'être ministre des Finances. Écoute, on peut lui suggérer une activité supplémentaire, puisqu'il fait déjà écrivain. Donc, la monnaie, c'est quand même un droit régalien, hein. C'est-à-dire que le pire châtiment dans l'Ancien Régime, hein, celui qu'on écarte les places de grève après l'avoir fait bouillir un peu, puis couper les oreilles en pointe. Les oreilles en pointe, c'était toujours les faux monnayeurs. Hein. Les faux monnayeurs, ça amuse pas du tout l'État. Donc, voilà quoi. Là, il n'aime pas la concurrence. Ah, ça, l'État, dans les fonctions régaliennes, il n'aime pas la concurrence. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça. Il a le privilège de la fausse monnaie, l'euro. Voilà. Et il s'en sert avec beaucoup de... Voilà. Et avec assez peu d'astreintes. Et il ne veut pas du tout être challengé. Non. Ouais, sur cette question. Non. Alors, ça m'amène à la question sur le Bitcoin. Est-ce que tu penses que c'est une monnaie? Alors là, c'est plutôt la fonction de réserve qui est... Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans le Bitcoin. Dans la boîte dans GAFCAL, là, on a des avis très différents. Il y en a qui pensent que ça vaut rien du tout, il y en a qui pensent que c'est peut-être très intéressant, et moi je regarde ça et je me dis, il y a quelque chose, mais je sais pas très bien quoi. Ouais. Ce que je veux dire, de temps en temps, je me retrouve en face d'un nouveau produit financier, je me dis, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu comme quand l'Internet est arrivé. Mon frère est plutôt assez... il n'aime pas du tout. Il dit non, c'est un Madoff. C'est un Madoff, c'est une escroquerie. Alors, je regarde le Bitcoin et je me dis... C'est quand même pas inutile. Par exemple, au Nigeria, je crois, il y a le tiers de la population est au Covid parce que la monnaie vaut rien, c'est une saloperie, personne n'y croit, et donc ils s'échangent entre eux avec leur téléphone. Donc donc ça sert de monnaie de transaction. Et puis la monnaie, vous me dites ça a baissé de 70% cette année, mais probablement la monnaie nigériane a baissé tout autant. Donc ils se disent ça les intéresse pas. Donc ils acceptent entre eux ça. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes dans un pays, je vais utiliser une image
que m'a donné Jean-Jacques Netter, là, vous savez, qui est aussi avec nous ici. Il m'a dit, dans le fond, le Bitcoin, si on l'utilise intelligemment, ça permettrait peut-être de recréer ce qu'était le compte suisse. Le compte en Suisse. Oui, mais alors ça impliquerait justement une constance dans l'effort que des dévaluations de 70% pour l'instant ne lui permettent pas d'atteindre. Ne lui permettrait pas. Mais en même temps, tu es là, tu prends, il y a quelque chose d'épouvantable qui se passe en France ou en Ukraine, et je sais pas quoi, mais tu as une clé USB, tu te barres, tu vas à Dubaï ou au Qatar et pof, tu décharges ta clé USB et puis tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Oui, mais alors attends, justement, revenons sur ça. La Suisse est aussi devenue la Suisse à cause des guerres. Donc, du fait de l'énorme instabilité. C'est pour ça qu'on avait besoin du... Mais si l'instabilité revient, on a besoin... Si l'instabilité revient, Bitcoin peut devenir quelque chose, de la même façon qu'aujourd'hui, Bitcoin est quelque chose pour des pays comme le Liban ou le Nigeria qui ont une instabilité structurelle. Voilà. Si nous devenions un monde où l'instabilité fait loi et où les gouvernements n'assurent plus rien, effectivement, une inflation dans ton pays de tous les jours, dans ces cas-là, tu peux te dire, effectivement, Bitcoin peut être... Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se... J'ai vu une interview, prêtez-vous à boire un coup, de Milton Friedman, et dans lequel il expliquait la monnaie, etc. Il dit, il y a un jour, grâce à l'informatique, et j'ai vu cette interview, elle date d'il y a 20 ans, quoi, on réussira à créer une monnaie dans laquelle les gouvernements n'auront plus rien à dire. Oui. Et à ce moment-là, ça changera tout. Et c'était d'ailleurs, c'est le type qui a le plus réfléchi sur la monnaie depuis la nuit des temps, celui-là. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que c'est le Bitcoin, ça. Donc, je veux dire, tout ce qui est crypto-monnaie, je me dis, il y a beaucoup de fraude là-dedans. Le Bitcoin, il me semble avoir un processus de conservation. Ça a l'air d'être un système décentralisé qui marche assez bien. Et tu penses que la fonction réserve de valeur dans le temps est acquise chez Bitcoin ? Alors, c'est pas acquis, mais logiquement, si ça doit être acquis, ce qui va se passer, c'est que le Bitcoin, au départ, comme c'est une idée nouvelle, il aura une volatilité énorme, ça baissera. Il l'a déjà. Et puis, petit à petit, à la place de faire 100% ou 50% par an, comme ça, il va passer à 25, puis à 10, puis à 5, puis à 2, puis à la fin, ça sera, quand il n'y en aura plus de fait, ce sera assez stable, parce qu'on aura fait l'équilibre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la demande spéculative est trop importante par rapport à la demande de réserve. Mais si petit à petit la demande spéculative disparaît, la demande de réserve va devenir telle que peut-être, surtout si les autres réserves sont pas bonnes, quoi, que peut-être ça va stabiliser. Donc, je surveille la volatilité du Bitcoin en me disant si ça commence à baisser, c'est pas tellement le cours qui est important, c'est la volatilité de la bête. Tu vois, si ça bouge beaucoup, c'est pas bon. Mais tu veux pas que ta monnaie monte et baisse de 50% en un an, quoi, c'est pas possible. Le problème, c'est qu'il me semble que cette volatilité aussi est influencée par la crédibilité et l'incrédibilité qu'il y a sur les autres monnaies. Voilà. Regarde, donc FTX saute, les gens disent le Bitcoin, ça va être pareil. Rien à voir avec le Bitcoin. Oui, mais du coup, il y a une espèce d'effet de panique sur les marchés et volatilité augmente. Mais ce qui est curieux, depuis que FTX est parti, le Bitcoin est un peu monté. Mais oui, mais au début, tout est tombé. Tout est tombé, voilà. Et donc, je regarde le Bitcoin parce que je me dis, j'y crois pas trop à la notion de monnaie sans État derrière. Le principe, je dis toujours la monnaie, c'est César. Là, je me dis, il y a peut-être quelque chose qui est en train d'émerger. Et si on réussissait à faire une monnaie qui ne soit pas César, je dis pas qu'on va y arriver, mais si on réussissait, ça serait quand même les Césars de ce monde, ils vont devoir se mettre au pas, hein. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire s'il y a une monnaie qui sort, qui est une monnaie qui a de la valeur, c'est un peu comme ça que l'État Lohr tenait les États, quoi. Donc je sais pas, je regarde ça, je me suis pas fait une opinion, mais je suis pas négatif. Je me dis tiens, il faut que j'apprenne, il faut que je travaille. Justement, en transition avec ça, à croire que cette émission aurait été préparée. Jamais. Quelle entourloupe peuvent encore prévoir les banques centrales pour essayer de nous le faire à l'envers, puisque Dieu sait que tu avais expliqué en début d'émission, avec l'euro, ils nous ont fait progressivement l'euthanasie d'à peu près tout le monde. Donc là, Bitcoin d'un côté, changement de paradigme de l'autre. Est-ce que tu penses qu'elle pourrait faire un peu comme le Japon en termes de monétaire, les banques centrales. Alors, sachant qu'il y a deux banques centrales, il y a ce que va faire la BCE et ce que va faire la Fed. La BCE, ce que va faire, et peut-être ce que va faire la Chine. Oui. Et la Chine, le Brésil et la Russie.
Donc, je vais faire la Chine après. Hein, oui, donc, quel est le grand risque? Quel est le grand risque, pour revenir à la question précédente sur le Bitcoin? C'est qu'il y ait une monnaie étatique ou un groupe de pays qui font une monnaie qui est basée par des États qui soit crédible. C'est-à-dire, si d'un seul coup, ils nous sortent une monnaie, la thèse que je défends, c'est que la Russie et la Chine vont essayer de nous sortir une monnaie qui soit moitié énergie, moitié or. Bon, puisque tu y es, allons-y. Donc, développe un peu sur cette idée de nouvelle monnaie. Ce serait une monnaie, par exemple, la Chine, j'étais à un dîner à Genève il y a 15 jours, 3 semaines, où il y avait un monsieur qui était le patron de la plus grosse société de fonderie d'or de Suisse, et qui me disait que les Chinois achetaient, et qui vendaient tout à la Chine depuis 10 ans, et qu'ils vendaient entre 700 et 1000 tonnes par an à la Chine. Bon. La Chine a officiellement 2400 ou 2500 2500 tonnes d'or. Mais si c'est ce que monsieur m'a dit, en fait, ils en ont 12 000. Oui. 12 000, ça fait à peu près, 10 à 12% de la masse monétaire chinoise. Bon. Et donc, mais ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment, les Chinois disent au monde, écoutez, voilà, je vais, si vous avez trop de yuan, par exemple, je vous achète votre pétrole, l'Arabie Saoudite, hein, je vous achète votre pétrole en yuan, et du coup, l'Arabie se retrouve avec plein de yuan dont elle ne sait pas quoi faire. Je ne vais pas vous permettre d'investir chez moi, parce que ça, c'est verboten. Hein, je contrôle mes investissements, c'est pas vous qui allez... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les yuan, et si vous voulez, je vous les change en or. Ou alors, je vous donne une obligation chinoise qui va vous donner du 3% par an, et qui sera à peu près aussi bonne que l'or. Donc, ils refont le coup qu'ont fait les États-Unis en 1945 avec le dollar exchange standard, le dollar gold exchange standard. Ils réintroduisent l'or dans le système, et comme ça permet aux gens qui ont des excédents des comptes courants de demander de l'or. Et s'ils font ça avec la Russie, et en plus, qui elle est le plus gros producteur de matières premières du monde, la Russie acceptera d'être payée en yuan pour acheter le pétrole, puisqu'elle pourra demander de l'or de l'autre côté, etc. Donc ça serait réintroduire le pétrole, et sur le long terme, vous faites le ratio entre le prix du pétrole et le prix de l'or, depuis 1850, quoi, à peu près. C'est une grande horizontale, quoi. C'est-à-dire que l'or, c'est en quelque sorte de l'énergie que tu as transformée, que tu as mis en réserve, et l'énergie, c'est l'énergie que tu vas transformer en valeur dans l'économie, tu vois. Donc et puis au milieu, maintenant, on a mis le dollar, qui était la transaction que tu le faisais, mais t'as pas besoin de mettre le dollar au milieu, tu peux avoir un truc énergie d'autrefois, et énergie du futur, et ça te fait ta monnaie, quoi. C'est-à-dire, et dans ce cas-là, c'est la Russie et la Chine, quoi. Mm-hmm. Et s'ils réussissent ce coup-là, je sais pas si le Bitcoin ne prendra pas un coup sur la tête, parce que du coup, tu te dis, c'est une monnaie qui devient indépendante du pouvoir politique. Alors certes, elle devient indépendante du pouvoir politique, mais tu m'as toujours appris que dans l'entre-deux-guerres, le fait d'avoir des systèmes qui étaient basés sur l'or dans un système fixe rendait les pays mercantilistes, et que quelque Absolument. part, c'est ce qui avait entraîné la dépression et les récessions, les booms inflationnistes. Parce que la guerre des Boers à l'époque, ainsi de suite, tout ça avait été amené par cette recherche de l'or dans un système fixe avec une contrainte. Une contrainte. Alors c'est là où, en introduisant l'énergie, tu peux t'en sortir un petit peu. Oui, mais les malthusiens vont dire, oui, mais monsieur, on est sur de la réserve fixe aussi. Parce que c'est vrai qu'on a arrêté les recherches. On a arrêté les recherches. Voilà. Du pétrole, on ne sait pas quand, ça veut dire du gaz. Après, c'est une question de cours. Si le pétrole monte, on va ouvrir des nouveaux lieux d'extraction. Les gens vont rechercher, et surtout du gaz. Il y a des gisements gigantesques qui sont à la limite de l'Iran et du Qatar, qu'on va développer. Du gaz, on en trouve partout. Non, l'idée qu'il y a une pénurie d'énergie, et qu'un jour le monde mourra de faim parce qu'il n'y en a pas assez, est une idée qui est fausse depuis 250 ans. Parce que l'indexation sur l'or, en revanche, historiquement, nous a toujours amené vers des systèmes déflationnistes, voilà. Qui nous ont mis dedans avec une temporalité continue. Remarque, il y avait des récessions tout le temps pendant le 19e, mais le niveau de vie montait tout le temps. Grâce à la destruction créatrice schumpeterienne, parce qu'on était très inventifs. Tandis que là, il est évident que si on va vers un système étalon or,
les pays comme la France qui ont des dettes monstrueuses, alors eux, ils vont se retrouver étranglés, quoi. Ah, mais complètement. Complètement. Il va falloir qu'ils dévaluent de façon sauvage, de façon... on ne peut pas dévaluer avec l'euro, donc déjà, ça impliquerait... Non, mais tout l'euro baissera quand même, parce que tous les pays européens sont endettés. Tous les pays européens. Mais l'Allemagne ne laissera jamais sa monnaie filer. Ce qu'on voit, c'est qu'on va arriver 2 systèmes. Il y en a un qui sera plutôt basé sur des quantités physiques, et l'autre qui sera basé sur la capacité des hommes politiques à prendre les bonnes décisions. Et, je vois pas pourquoi tu ris. Et à mon avis, celui qui est basé sur les quantités physiques, il aura tendance à monter par rapport à celui qui est basé sur les... Avec Bitcoin qui flotte, qui est juste ni l'un ni l'autre. Qui est ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est ça. Alors Bitcoin, il va essayer d'arbitrer entre les deux, ça va être intéressant, mais... Peut-être l'arrivée de Bitcoin va forcer la sortie d'un système monétaire étatique crédible, et ce ne sera pas nos pays qui le feront. Donc l'une des conséquences de Bitcoin, ça va peut-être forcer la Chine et la Russie et le Brésil, etc., à faire ensemble une monnaie. Mais je sais pas qu'ils doivent réfléchir à ce qu'il faut faire, mais alors ça devrait se faire autour des marchés obligataires de ces pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Arabie Saoudite récemment puisque... D'abord, il s'est passé un phénomène tout à fait extraordinaire, c'est que les pays arabes et la Chine avaient, pour ainsi dire, aucune relation. Aucune relation, oui. Depuis le Xe siècle, en tout cas, ça fait un moment qu'il ne se passait rien. Depuis Sinbad le marin, tu sais que Sinbad, c'était Sinbiao. C'était le type qui avait fait le marin chinois qui avait pris le tour, là. Bref. Et donc, vous vous retrouvez avec, d'un seul coup, des relations, Xi qui vient, qui est reçu comme un prince, par le Conseil des États arabes. En tout cas, mieux reçu que par Trudeau. Mieux reçu que par Trudeau, ou mieux reçu qu'il avait reçu Biden. Et donc, on va se développer toute une stratégie, et la Xi demande à payer son pétrole en yuan. Et ça, c'est quasiment une déclaration de guerre vis-à-vis c'est un casus belli. C'est un casus belli pour les États-Unis. Donc, mais en même temps, un casus belli contre la Chine, déjà, ils ont la Russie sur le dos, s'ils se mettent la Chine dessus. Donc, on voit très bien que ce monopole du dollar pour le paiement de l'énergie, ça a déjà sauté. Dans la réalité, si tu veux, il y a des tas de gens qui ne payent pas leur pétrole en dollars. Alors justement, il va y avoir une question derrière sur l'Inde. Oui, qu'est-ce qu'elle fait, l'Inde ? L'Inde, pour l'instant, elle reçoit son pétrole. Attends 2 secondes. Jeeves, c'est fini, oui. T'as fini, oui. Allez, viens dans le panier. Il y a Qu'est-ce le DAF qui est bruyant. L'Inde, elle a négocié avec la Russie pour payer son pétrole en roupies. Oui, voilà. Et donc, c'est déjà fait. On contourne de partout. De partout. Et alors, le truc le plus bête que j'ai vu... Les digues sont en train de sauter, quand même. Les digues sont en train de sauter. Le truc le plus bête que j'ai vu, alors c'est l'Europe qui avait décidé de plus acheter de pétrole aux Russes. Avec très bien, le succès qu'on connaît, tu étais allé sur les chaînes de télévision chez ce cher Yvan Ruffol, qu'on remercie encore en février l'an dernier, pour leur dire, mais enfin, vous êtes des crétins finis. À l'époque, c'était SWIFT, et ensuite, tu leur as dit, l'histoire de l'achat des dollars du pétrole, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Mais alors ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Mais alors maintenant, comme ça l'a pas fait, ils vont te mettre un maximum sur le prix que la Russie peut vendre son pétrole à une tierce personne. Tu vois, c'est-à-dire, ils ont dit, quiconque achète du pétrole à la Russie au-dessus de $60 le baril, on lui parle plus. Tu imagines la terreur que ça... Tu sais, ça me fait penser à dans Astérix, le petit qui retient sa respiration et qui devient tout rouge. Alors, on vous prévient, on va retenir notre respiration jusqu'au week-end prochain. Oh non! Tout le monde s'en fout, comment il s'appelait? Soupe à l'oignon et croûton. Soupe à l'oignon et croûton, c'était ça, soupe à l'oignon et croûton. C'est exactement ça, tant qu'il retient, là, il y a Madame von der Leyen qui retient sa respiration, qui devient toute rouge. Et pendant ce temps-là, elle ne peut pas signer des chèques pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine, c'est déjà quelque chose. C'est grave, maintenant ils viennent les chercher directement à l'Élysée. Oui, c'est ça, j'ai vu ça. Et donc, on voit très bien que tout ceci, mais on voit très bien quel était le cœur du système monétaire, c'était cette obligation qu'avaient tous les gens d'acheter leur énergie en dollars. C'était ça la clé de voûte. Si on fait sauter ça, tout va sauter, mais ça va partir à une rapidité extraordinaire. Mais ça veut dire aussi qu'on aura 2 systèmes monétaires qui sont pas compatibles. Donc ça veut dire protectionnisme entre les deux.
Ça veut dire que c'est pour ça que je dis aux gens, si vous avez des obligations en Europe, il vaut mieux les vendre et acheter des obligations en Asie, parce que d'ici quelques temps, vous ne pourrez peut-être plus le faire. C'est tout ce que j'appelle les contrats, c'est-à-dire les obligations. Il ne faut pas les avoir en Europe, il ne faut pas les avoir aux États-Unis, il faut les avoir dans les endroits où ils auront cette nouvelle monnaie. Et ça ne veut pas dire que je suis payé par la Chine ou que c'est une mauvaise idée, parce que ces obligations chinoises que j'ai recommandées depuis 4-5 ans, elles sont en hausse de 30 ou 40% en euros, alors que les obligations françaises sont en baisse de 20%. Donc, j'ai jamais recommandé les actions chinoises, mais les obligations chinoises, ça me paraît une bonne idée. Mais vous pouvez acheter aussi des obligations coréennes si vous n'avez pas, ou indonésiennes, vous pouvez faire un portefeuille, parce que vraiment, on voit très bien que l'endroit où il va falloir épargner, où on va payer l'épargnant, c'est là-bas. Nous, ici, on va continuer à essayer de ruiner l'épargnant, puisqu'on est parti sur une idée fausse. On ne va pas s'arrêter comme ça, quoi. Donc, on voit bien que tout ça est en train de bouger. Et une fois que le coup sera parti, ça va être difficile de courir après. Hein. Comment il a fait le fonds cette année ? Le tien, le vôtre ? Le fonds de GAFCAL géré par les Vincent, par ton frère, je crois qu'il est le seul cette année, je pense bien, le seul qui soit en hausse. Il est en hausse de 7% en dollars, alors que partout ailleurs... Ça, c'est le fonds de vos institutionnels, parce que vous ne gérez pas de particuliers, donc voilà, c'est le fonds institutionnel. Le fonds chinois, la monnaie chinoise a baissé un petit peu, le fonds obligataire chinois, il a fait à peu près ce qu'a fait l'indice. Et puis le fonds des valeurs asiatiques, il a fait à peu près ce que fait l'indice asiatique, c'est-à-dire qu'il a perdu de l'argent. Mais en tout cas, les deux fonds principaux, c'est-à-dire le fonds des grandes valeurs internationales et le fonds des CSG chinois... Il gère combien le fonds des grandes valeurs internationales ? Il est à peu près à 60 millions de dollars, c'est pas beaucoup. L'autre, on gère à peu près $1 milliard sur les obligations chinoises. Et ça, c'est en dehors des conseils que vous donnez aux institutionnels qui, ça n'a rien à voir. On peut dire que les conseils... sur la partie conseil. La partie conseil, oui, c'est autre chose, c'est les 2/3 de notre chiffre d'affaires. Mais ça, c'est un prorata fixe. Les gens s'abonnent. Vous donnez un conseil et vous êtes rémunéré sur un... Vous faites payer ce conseil temps par an. On fait temps par an, c'est-à-dire que c'est comme si s'abonnait au Figaro, quoi. D'accord, à plus haute échelle. Et la partie gestion, là, vous êtes rémunéré sur un ticket sur ce que vous faites, c'est-à-dire si la personne fait des bénéfices... On prend 0,5 ou 0,3% par an pour gérer les fonds, puis voilà, quoi, ça c'est... D'accord. Mais j'en parle assez peu parce que c'est pas du tout l'objet de ces conversations. Non, c'est juste que quelquefois les gens s'interrogent et tu sais, les gens ne connaissent pas les milieux et donc ils ont des idées en s'imaginant que tu es trader, ce qui est un métier complètement différent. J'ai pas donné un ordre en bourse depuis 25 ans. Depuis la banque Gutzwiller, quoi. C'est à peu près ça. La dernière fois que je t'ai vu donner un ordre en bourse, je crois que on était en Égypte et c'était il y a... Écoute, je devais être en seconde ou un truc comme ça, donc on est en 87, 88, un truc comme ça. En plus, je donnais un coup de téléphone à un monsieur qui faisait ça physiquement sur des bons porteurs. J'avais dû donner un ordre à ce bon Rich qui s'occupait de ça à l'époque. Bon, donc voilà ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce qu'on dit dans nos conseils, qui est la chose importante, on leur dit il va y avoir une prime énorme qui va se faire sur la flexibilité et en quelque sorte la durabilité. C'est-à-dire que je ne suis pas certain, si tu achètes une obligation émise par la Commission européenne, que dans 30 ans, la Commission européenne sera encore là. Alors je suis certain qu'Air Liquide sera toujours là, quoi. Oui, alors ça, c'était tout le travail de fond d'essayer de déterminer ce qui était fragile et ce qui n'était pas fragile. Or, aujourd'hui, si on doit jouer quelque chose, c'est quand même l'immense fragilité de nos institutions européennes, de nos institutions tout court. Et quelque part, rechercher en épiphénomène où est l'antifragilité. Qu'est-ce qui survivra ? Les petits, peut-être tout petits cafards, ou au contraire les petits roseaux, ou Air Liquide, c'est pas petit, mais tu peux. C'est petit parce que c'est local partout. Oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont cette remarquable capacité d'être comme les vraies multinationales, comme Nestlé, ils sont locales partout, quoi. Oui. C'est pas une grande société américaine qui impose sa volonté au reste du monde. Tandis que tu prends Apple, toute leur production est en Chine, et puis ils vendent ça partout dans le monde. Mais si la production chinoise s'arrête... Oui, c'était la fameuse histoire des semi-conducteurs. Et tu te dis, est-ce qu'ils n'ont pas en interne une fragilité dont je ne serais pas au courant, qui du coup, je paierais en termes. Voilà.
Voilà. Donc, si vous voulez, c'est des choses importantes, parce que passer, justement, c'est tout un art. Bon, expliquer ce qui se passe, c'est important, c'est ce que j'essaye de faire. Puis à un moment, j'ai expliqué, puis je gérais, c'était dans les années 80-90, et je gérais moi-même. Et je vous assure que passer du concept qui peut être intellectuellement tout à fait valable à la réalité d'un portefeuille, c'est un autre travail, et qui est aussi très difficile, et qui requiert des talents tout à fait remarquables. Et donc, c'est pas le même métier. D'où, en plus, la gestion du stress. D'où la gestion du stress, qui est énorme. Et décider véritablement quand est-ce que, justement, te dire, bon, cette position, j'en sors, je rachète. À quel moment je décide que je me suis trompé. Acheter au son du canon. Oui, c'est donc, les deux métiers sont... Et ceux qui font bien le deuxième métier de la gestion, c'est là où les énormes fortunes sont faites dans les marchés financiers. C'est-à-dire que... Et perdues. Voilà, ça peut... Mais ils peuvent me gérer très bien pendant 10 ans, et puis ils font une erreur, et en 3 mois, pouf, tout est foutu. C'est ça qui est étonnant dans ce métier. Il y a eu des bulles. Moi, je me souviens de 2000, où il y a eu une bulle spéculative absolument dingue sur Internet et sur les technologies pharmaceutiques. Et ainsi, donc, des gens se sont pris des culottes fondamentales. Ensuite, en Europe, il y a bien pas mal de gens que je connais qui sont fait madoffer. Tu en connais aussi. Oui. Ça, c'était joué. Ce que leur avait vendu Madoff, c'est qu'il aurait vendu « moi, je suis antifragile ». Et en fait, c'était un escroc. Alors justement, il y a une question, tu as vu cette subtilité, de Romaric qui te demande qu'est-ce que tu penses des mathématiciens comme Edward O. Thorp qui auraient visiblement des modèles mathématiques qui permettraient de détecter les systèmes de Ponzi? Alors, moi, je veux pas... dire du mal des gens Thérèse? Je veux pas le dire du mal des gens Thérèse, mais quand m'avait présenté Madoff à Londres, ça devait être donc à la fin des années 90, j'avais regardé ça avec mon ordinateur. Tu avais fait 3 règles de 3 Oui, 2 règles de 3. J'avais regardé, la rentabilité était convenable à 9% par an, ce qui à l'époque n'était pas énorme. Donc on me disait, oui, c'est bien. La volatilité était faible, mais la combinaison de la rentabilité et de la volatilité était impossible. Impossible. Et donc j'étais persuadé à l'époque qu'il faisait de ce qu'on appelle du front trading, c'est-à-dire qu'il avait des informations. L'insider trading. Un insider trading, et qui faisait des choses sur des inside information. Donc illégal. Et que c'était complètement illégal. J'ai dit, moi, je ne vais pas me foutre dans un truc illégal, parce qu'ensuite, ils vont aller chercher les actionnaires. Oui, tu te retrouves avec la SEC sur le dos. Et donc, j'avais dit non. Donc, statistiquement, ce qu'ils faisaient, c'était pas possible. Mais je me suis trompé. Je pensais pas que c'est parce que c'était tellement gros et ça durait depuis tellement longtemps que j'imaginais pas une seconde que ça pourrait être. Que le roi était nu. Bon, alors voilà, il doit bénéficier d'informations privilégiées. Il doit travailler sur les options. Voilà. Et donc, ça m'avait laissé pantois quand j'ai appris que Madoff sautait, c'était donc en 2000, je sais plus trop bien, 2007-2008 par là. Je me suis dit, mais parce que je connaissais des gens qui l'utilisaient à Genève et partout depuis 20 ans, 30 ans. Et donc, comment il a pu tenir 30 ans, c'est quand même étonnant, quoi. Bon, alors après, il bénéficiait de... Je crois que c'était le prince de Yougoslavie il y avait tous les gens qui vendaient ces trucs en disant... Voilà, oui. Et il bénéficiait d'une aura sociale. Il était reçu partout, il serrait la main de tous les grands hommes politiques. Donc au bout d'un moment, personne n'a envie de croire non plus que le roi était nu. Tu ne peux pas croire qu'un gars peut continuer à faire du Ponzi pendant 20 ans de suite sans qu'à un moment... C'est incroyable. Mais ce qui est d'étonnant, c'est combien de temps ça dure. Et moi, encore une fois, un homme que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Beat Knotz, était le patron de cette société de gestion à Genève, qui était un énorme succès. Bon, ils avaient mis du Madoff chez leurs clients. Et ils ont tout payé. Ils ont tout payé, donc ils ont dû ramasser une claque, mais ils ont dit on s'est trompé, non, ça c'est... Donc il y a des gens, mais tout le monde n'a pas fait ça, il y a des tas de gens qui sont partis, ou il y en a un qui s'est suicidé d'ailleurs, que je connaissais. Ça a été... Quelle perte de face. Une perte de face extraordinaire. Alors là, en revanche, on va sauter du coq à l'âne, mais c'est une question d'un autre auditeur qui te demande ce que tu penses de la Grande-Bretagne de Soumac jusqu'à présent. On en pense quoi? Il se passe quoi en Grande-Bretagne? Est-ce que ça va vers où? Sachant qu'ils se sont pris quand même une jolie inflation à 2 chiffres. Ils ont une inflation très forte. Le prix de l'énergie est le même que le nôtre. Un peu moins, je crois. Un peu moins. Alors aussi, la Grande-Bretagne, c'est...
aussi curieux que ça paraît, j'ai du mal à me faire du souci pour eux parce que ils ont une résilience incroyable et c'est surtout quand les choses vont mal que bon. C'est là où ils sont les meilleurs. Oui. C'est là où ils sont les meilleurs. Moi, je me souviens, je raconte toujours ça parce que je suis un vieillard maintenant, mais ça devait être au jeu de Tokyo, je crois. Donc, le premier jeu télévisé dans l'histoire du monde. Au dernière épreuve, c'est le marathon. Je me souviens sont exact, mais je peux me tromper. Hein, c'était peut-être dans un autre. Il y a un Japonais qui rentre en premier à la fin du marathon. Donc la foule exulte. Et puis 100 mètres après, il y a un Anglais qui est deuxième, je sais pas quoi. Et je me suis dit, oh là là, le pauvre Japonais. Et l'Anglais s'est mis à sprinter, mais comme un malade, à rattraper le Japonais, l'a battu. Les Anglais, c'est-à-dire qu'il faut... D'abord, si on veut les battre, il faut les battre et ensuite les pousser pour qu'ils tombent, quoi. Parce que c'est quand même ils ont cette espèce de niaque. De niaque pour se continuer. Donc, alors, maintenant, venons plus sérieusement. Il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que l'économie va mal pour toute une série de raisons. Et il y a la deuxième, il y a tous les anciens qui étaient contre le Brexit, qui viennent maintenant en Angleterre en disant « On vous l'avait bien dit, regardez, ça va mal, c'est la faute du Brexit ». Je regarde les chiffres, j'ai pas l'impression qu'ils aillent tellement plus mal que la France, par exemple. Donc, non, c'est pareil. Mais par contre, je regarde quelque chose d'autre. Je regarde le cours des actions de taille moyenne, d'un indice des actions de taille moyenne en Angleterre, en France, en Italie, etc. Le pays où les actions de cours de taille moyenne montent le plus, c'est qui ? C'est la Grande-Bretagne. Donc, dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Donc, je suis en train de me dire, ils vont nous refaire. Et le pays où ça monte le moins, c'est l'Allemagne. Oui. L'énergie transformée, l'énergie... voilà, donc les Anglais, je me dis toujours, ils sont en train de me faire le même coup qu'à... Et ils ont quoi comme entreprise de taille moyenne ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, ils ont par exemple... Alors, on regarde, par exemple, avec ton frère en ce moment, un processus qui a été découvert par un chimiste français, je t'en ai parlé d'ailleurs, qui change complètement la nature du papier. C'est-à-dire que le papier remplace... Tu en as parlé la semaine dernière. Ici, oui. Donc bon. Et alors, ensuite, de ce processus chimique, il faut passer à un processus industriel. Monter des usines et tout. Eh il y a 2 sociétés dans le monde qui font ça. Tu arrives avec un processus nouveau, et tu as des PhD, t'as tout le monde qui fait ça. Il y en a une qui fait 2000 personnes, et l'autre qui fait 600 personnes. Elles sont toutes les deux à Cambridge. C'est-à-dire que les Anglais, ils font plus d'industrie, mais ils t'expliquent comment tu devrais la faire. C'est bien, hein. C'est bien. Et donc, ça marche au tonnerre de Dieu, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent avec des inventions. Mais ensuite, comment t'es le chimiste à Toulouse, tu dis ensuite, l'usine, comment ça marche, ils expliquent, et ils te font un prototype, puis ensuite, tu vas présenter ce prototype au business angel, au venture capital. Venture capital dont on a parlé tout à l'heure. Et là aussi, tu trouves plein de capitaux en Angleterre. Mais l'usine, elle sera peut-être pas en Angleterre, elle sera peut-être en Yougoslavie ou j'en sais rien, parce que ce sera le meilleur endroit. Donc, ils ont cette capacité. Et quand tu veux un nouveau moteur de Formule 1 pour une voiture, tu le fais pas faire en Allemagne. Tu le fais faire à Londres, enfin en Angleterre, à Cambridge encore. Donc encore une fois, ils sont beaucoup dans tout ce qui est le passage de l'invention à la... C'est un peu ce que fait la Suisse aussi dans le domaine médical, comme on l'a vu. Elle fait avec tous les centres de recherche qui se mettent là. Tous les centres de recherche, et que souvent quand tu développes, là je regardais le protocole c'est une petite truc qui s'appelle Aleva et qu'on met dans le cerveau pour empêcher les décharges de Parkinson. Oui. Donc en fait c'est une microseconde avant que tu trembles, ça t'envoie une petite décharge dans le cerveau pour arrêter. Oui. Tu vois, c'est comme tu vas monter à 1, donc on te met à moins 1, comme ça va faire un 0. Voilà, c'est pas bête. Oui. Et tout ça a été inventé en fait, ils te rentrent dans le cerveau comme une petite parapluie, ensuite ils retirent le truc. Et tout ça est développé en Suisse, et ensuite ils font tous les... Et alors une fois que ça devient gros et que ça doit être lancé en système de production, ça part aux États-Unis. Oui. Et aussi pour les brevets. Pour les brevets, etc. Et donc on voit bien qu'il y a cette espèce de capacité. Moi j'ai toujours dit que la grande force des Anglais, c'est qu'ils étaient paresseux comme des couleuvres. Et que si vous voulez travailler le moins possible, il n'y a pas d'autre solution que d'inventer un truc. C'est pour ça qu'ils sont super bons en finance. Exactement. Ils ont inventé les marchés, parce que c'est quand même l'endroit où tu peux travailler sans rien foutre. Tu peux travailler sans rien foutre, et puis en plus, tout à fait vrai, c'est exactement toi, tu peux travailler sans rien foutre, et ce que je dis aux gens,
gagner de l'argent sans travailler, quoi. Voilà. Mais ça, c'est avec le brain power et un certain détachement vis-à-vis de la réalité aussi, une façon de regarder les choses. Moi, il y a aussi les Anglais m'ont toujours fasciné parce que par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont foutu en l'air un avion qui s'appelait le Mosquito, le moustique, qui était en bois, en balsa, et qui était un avion de guerre. Mais comme il avait des moteurs très puissants, il volait beaucoup plus haut, et il était beaucoup plus rapide que les avions allemands, qui tous étaient bien cadenassés, bien solides, avec de l'acier et tout. Et du coup, il les descendait tout le temps. Donc le Mosquito, ça a été Donc ils avaient complètement pensé en dehors de la boîte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé à protéger le gars, ils ont pensé avoir un truc que les autres pouvaient pas attraper, donc ils l'ont fait en bois plutôt qu'en acier, quoi. Et c'était une histoire de fou, quoi. Il était incroyable, cet avion. Mais ça a été un des grands succès de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils ont cette capacité d'un seul coup à dire ah bah tiens, on a toujours fait comme ça, mais on va plus le faire. Donc je me fais pas trop de soucis pour les Anglais. Parce que, comme me disait mon cher père, ils perdent toutes les batailles, mais ils gagnent toutes les guerres. Oui. Ils ont cette capacité, cette résilience, je crois, qui en fait une nation qui est fondamentalement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, antifragile. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous, on dépend tellement du gouvernement qu'on est fragile. Si notre gouvernement devient fou, comme on l'a à l'heure actuelle, on a un problème. Mais eux, dans le fond, le gouvernement, ça les fait plutôt rire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Je pense que les pays qui ont été conçus, qui sont des îles, comme le Japon aussi, ont cette capacité de vivre en autarcie, cette capacité ou cette nécessité d'être à la fois résilient et inventif. Et ça, c'est assez marrant. Et je vois ça, c'est une des grosses capacités des Anglais, cette capacité à être... dire on a toujours fait comme ça, mais moi je vais faire autrement, quoi. Ça, c'est... Il y a ça, et puis aussi on l'a vu en après-guerre dans des époques qui ont été absolument horribles, où il n'y avait rien, avec des reconstructions, parce que Dieu sait qu'ils ont été bombardés, et d'avoir un corps de nation qui faisait que écoutez, on va se serrer les coudes et puis vaille que vaille, ça ira. Oui, et je crois qu'à ce moment-là les élites participent aussi à la... la reine d'Angleterre a été formidable. Mais aussi ils participent aussi à la période dure. C'est-à-dire c'est pas comme chez nous où dès qu'on dit les enfants ça va devenir dur, on se dit ça y est, ils vont encore en s'en mettre plein les poches et nous on va en prendre plein la gueule. Mais parce qu'ils s'en mettent plein les poches et qu'on en prend plein la gueule. Parce que on regarde juste. Mais pas tellement. En Angleterre, pas ces périodes-là, ils acceptent assez facilement. Donc je sais pas, l'Angleterre pour moi c'est quand même un grand mystère. Ils ont réussi à maintenir un système démocratique, c'est-à-dire et puis avec une notion de l'Angleterre éternelle, et les deux on l'a vu au moment de la mort de la belle reine récemment, nous on a perdu la notion de la France éternelle, on n'a personne qui la représente aujourd'hui. Mais c'est bien le drame de l'incarnation de nos politiques, la France étant aussi devenue un gros mot, mais au-delà de ça, à chaque fois qu'on voit Macron à l'étranger, il dit du mal de la France. Comme si c'était rigolo de dire ah oui, on est un vieux pays râleur, mais c'est pas très drôle. Et c'est drôle parce que je regardais récemment sur l'INA un discours du prince Philippe qui était en France, qui parlait un français délicieux. Et c'était drôle parce qu'il disait oui, voilà, alors la France va jouer contre la Grande-Bretagne, qui jouait un autre match de foot à l'époque. Et alors les petites grenouilles et tout ça, et il dit je m'abstiendrai de dire comment vous nous appelez, les roast-beef. Et je sentais bien qu'il ne le disait pas, parce qu'il ne voulait pas dire quelque chose de négatif de l'Angleterre. Oui. C'était vraiment sous-jacent. Même si avant ça, il avait fait des blagues sur les frogs. Alors qu'il était à moitié allemand, à moitié grec. Hein. Oui, mais il parlait un français délicieux. Comme tous les gens comme il faut. Comme tous les aristocrates. Oui, c'était le... Qui avait dû avoir une nanny suisse. Quand il avait eu ses 80 ans, le Times à Londres avait fait un numéro spécial, le Times du dimanche, sur toutes les impropriétés qu'il avait dites dans sa vie... des trucs qu'il n'aurait pas dû dire et tout, parce qu'il le faisait exprès aussi. Il le faisait exprès pour détendre. Regarde, il y avait cette image où c'était beaucoup trop mou. La reine devait avoir, je sais pas, déjà 70 ans. Il s'était déguisé en garde. En horse-guard, avec le chapeau. Et alors elle est obligée de contenir son rire, mais on voit que c'est un moment délicieux. Ils sont adorables. Ils sont adorables. Et on lui avait dit, un jour, il y a une délégation qui était venue voir
mais enfin tout ça c'est des bêtises, hein, mais qui était venu voir le prince Philippe en disant, écoutez, il y a une île dans les Antilles là où il y a des problèmes de consanguinité énormes. Alors il avait réfléchi, il dit, on va vous envoyer 2 frégates de la Royal Navy. C'était resté célèbre. Et ça encore, c'est celle qu'on peut dire, parce que sinon, il y en a des très racistes. Mais il faisait exprès, où il prenait des hommes pour des femmes pour des hommes. Enfin, c'était une catastrophe. Mais il était très gai. Mais ça devait détendre l'atmosphère. Écoute. Ah ben les Anglais l'adoraient. Parce que justement, il disait des choses absolument invraisemblables. Et c'était... qu'aurait dit Churchill aussi, qui faisait des horribles. Absolument, tu vois. Voilà, bon, c'est ça. Donc, voilà. Donc, l'Angleterre, je me fais du souci pour elle. Mais je me fais du souci pour elle, mais j'ai presque envie de commencer à acheter. Tu vois ce que je veux dire ? Je me dis, tiens, donc, il y a des trucs en Angleterre qui doivent être très intéressants en ce moment. Et je serais un bon... Si je connaissais bien les affaires de taille moyenne en Angleterre... J'irais bien aller faire un petit shopping. Bon, écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. Donc, on ne se fait pas de soucis pour l'Angleterre, qui a priori... C'était la phrase de Churchill, la situation est désespérée mais pas sérieuse. Oui. Pour moi, ça rime de l'Angleterre. Oui, chez nous, la situation est sérieuse. Hein. Là, désespérée et sérieuse. Et sérieuse. Je vois nous faire entrer dans 2023. Je cherchais quelque chose qui rimasse. Alors, j'avais 2023 de Guindois. De Guingois, oui, c'est pas mal. Voilà, où j'avais 2023 en bois, puisqu'on va tous se chauffer. On va tous se chauffer au bois. Voilà, j'ai pas de 2023 qui rime et qui aille, tu vois, pour l'instant. Donc, les paris sont ouverts pour 2023. 2023, ça me fait un peu peur, mais bon, je crois qu'on va faire une autre émission. Écoute, la semaine prochaine, c'est le 22, on en fait une autre ? On en fait une autre. Et puis après, on vous dira à l'année prochaine. Après l'année prochaine. Mais pas tout de suite, encore une. Encore une, et puis ensuite, il va peut-être y avoir un petit décalage entre le moment où l'année reprend et nous, on va reprendre parce qu'on va être à droite et à gauche. Oui, on verra. Voilà. Écoutez, merci de nous avoir suivis encore une fois. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de nous suivre partout. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour probablement notre dernière de l'année. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup.